Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Alors je suis Delphine et nous sommes de retour avec vous pour une heure de pure folie, de joie, de partage, de rire, mais aussi de science. Alors avec moi pour animer cette émission aujourd'hui, les co-animateurs Damien. Bonjour à toutes et tous. Julien. Bonjour tout le monde. Louise. Salut. Et Oriane. Bonjour. Et puis bien sûr, qui nous assure une technique hors pair et une présence sans égale, Clément. Hello. Aujourd'hui, un sujet sensible comme les autres, me direz-vous, mais sensible parce qu'il repousse les limites, parce qu'il interroge sur le positionnement d'un corps de métier dans la société. Il interroge sur la notion de neutralité, sur la notion de limite également, et sur la notion d'engagement. Il pose également la question très importante, il me semble, actuellement, de la responsabilité. Alors s'engluer sur des BMW en Allemagne, occuper le muséum d'histoire naturelle et réaliser une émission en direct afin d'alerter sur les crises climatiques à venir en portant haut une banderole « Dire la vérité n'est pas un crime » ou encore réaliser une marche silencieuse en marge du Salon de l'agriculture au Jardin des Plantes afin de dénoncer les conséquences catastrophiques du recours aux pesticides et de promouvoir un autre modèle agricole. Voici quelques exemples de leurs actions de marche, d'occupation et de désobéissance civile non violente. J'ai nommé le collectif scientifique en rébellion. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Élodie Verken, directrice de recherche à l'INRAE à Sophia Antipolis, spécialiste en écologie et dynamique des populations, directrice de l'Observatoire de la transition écologique et citoyenne de la Côte d'Azur et également membre de la branche française de scientifiques en rébellion. Bienvenue Élodie et merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on lève le poing et on parle d'engagement sociétal, d'engagement politique du chercheur pour défendre le vivant. La parenthèse scientifique, quand des scientifiques entrent en rébellion. C'est parti. Coup de cœur ? Coup de gueule ? Oui, alors aujourd'hui, j'aurais moi un coup de cœur à vous présenter qui est pour un jeune ingénieur et entrepreneur kényan. Alors il s'appelle Joseph Ngutiru. Et il a reçu un prix de jeune champion de la Terre, qui est décerné par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, je vous donne la définition qu'ils se donnent sur leur site. Ce prix est décerné chaque année à de jeunes personnes, donc 18-30 ans, ambitieuses, en provenance du monde entier, et ayant des idées hors du commun pour assurer la protection et la restauration de l'environnement. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans son idée ? C'est qu'il a eu une innovation qui permet de lutter contre deux fléaux, une espèce végétale invasive et la pollution plastique. Alors je m'explique, là où il habite, et alors je m'excuse déjà pour la prononciation peut-être approximative, il habite près du lac Naivasha au Kenya. Et là-bas, la jasando, c'est une plante envahissante qui pose d'énormes problèmes. Elle flotte en surface, coupant la pénétration de la lumière. Elle empêche aussi l'oxygène d'atteindre le fond du lac. En plus, cette plante, elle perturbe aussi la navigation, donc la pêche, et ses feuilles, réceptacles d'eau, sont de véritables nids à moustiques. Bref, elle a tout pour plaire. Or, on connaît la difficulté à se débarrasser de ces espèces envahissantes végétales. Ça fait des grosses quantités qu'il faudrait ramasser, qu'il faudrait transporter, et il faudrait non pas stocker, mais détruire, au risque de les voir simplement se reproduire dans un autre milieu. Et tout cela est très coûteux. Joseph Ngutiru, lui, il a trouvé une solution. Il transforme cette plante en matériau biodégradable, en plastique naturel. Et même mieux que ça, certains de ces emballages, qui servent notamment à transporter les semis d'arbres, sont non seulement biodégradables, comme on vient de le voir, mais ils servent en plus de réserve de nutriments à la plante, favorisant ainsi sa croissance. Alors moi, c'est un travail que j'ai découvert hier là, et que je trouve vraiment intéressant. J'aime bien mettre des solutions pratiques en avant, et je suis très content d'avoir fait cette découverte. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, je vous engage, alors moi j'ai trouvé ça sur Africa News, ou sur le site de l'UN Environnement Programme, pour avoir aussi des idées des autres récompenses qu'il y a eu. Et je me dis que cette plante, c'est une des plus répandues dans le monde, cette plante envahissante, la jasando. Ce modèle qu'il a développé à travers sa société Ayapac serait tout à fait transposable chez nous, et peut-être qu'on pourrait s'en inspirer pour voir quel service pourrait rendre cette plante ou d'autres du même type. Ça pourrait être un bon moyen de lutter contre si elles avaient un petit avantage économique. Voilà. Merci beaucoup Julien, on passe au micro-trottoir.
Comment voyez-vous les prises de position et engagement des chercheurs ? Je pense qu'il faut qu'ils s'engagent, que eux savent à peu près ce qui se passe. Ceux qui ne savent pas parlent beaucoup. Et nous, on aimerait bien avoir des gens qui connaissent leur sujet, quoi. Philosophiquement et éthiquement, je pense qu'il doit le prendre d'une manière individuelle. Quand on se fait chercheur, c'est qu'on doit avoir une certaine vocation. Donc je pense oui, il devrait la démontrer à ce moment-là. Je pense que c'est hyper important, surtout dans le contexte politique dans lequel on est. Je pense que donner son avis, c'est primordial. Et vous, comment est-ce que vous vous engagez pour la société ou l'environnement ? Moi, je suis engagée, je suis partie d'une AMAP, je participe à monter une liste municipale dans mon village, plus plein d'associations. Alors, je suis pas écolo du tout. Moi, personnellement, depuis très longtemps, je fixe mes intentions de vote à l'écologie. Je trie déjà. Déjà, je suis végétarienne depuis longtemps. Sinon, après, ça passe par des petits actes du quotidien, mais qui sont du coup un peu dérisoires comparés aux problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui. Voilà pour le micro-trottoir. Donc vous êtes de retour à la parenthèse scientifique et nous sommes avec Élodie Verken, membre du collectif Scientifiques en Rébellion. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette session d'interview. On est très très heureux de vous recevoir. Alors vous l'avez entendu, on fait régulièrement ce micro-trottoir et c'est assez surprenant. Les gens finalement, il y a deux choses qui ressortent. Un vrai besoin d'expertise, c'est-à-dire un besoin de s'adresser à des gens en tout cas qui sont experts dans certains domaines. Et puis aussi finalement une approche un peu philosophique, comme si l'engagement des chercheurs c'était quelque chose aussi qui relevait de la philosophie. Peut-être qu'on en discutera un petit peu après. Peut-être votre premier retour sur ce micro-trottoir ? C'est assez rassurant de voir qu'il y a un accueil positif et une attente en fait de l'engagement des chercheurs sur la place publique. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans d'autres milieux, dans certains médias ou même dans certaines institutions qui considèrent que c'est pas leur place à prendre. Ouais. Oui, ça c'est absolument aussi ce qui ressort de ce micro-trottoir, c'est vraiment le côté positif de l'engagement du chercheur vu par le citoyen, tout à fait. Alors, donc Élodie, peut-être que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de votre parcours. Nous, on est très curieux. Donc, vous êtes écologue au départ. Qu'est-ce qui fait votre spécialité et qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous engager et à devenir membre de Scientifiques en Rébellion ? Moi, à la base, je travaillais plutôt sur des questions en écologie un peu théoriques, c'est-à-dire qu'avec des approches de modélisation, de travail au laboratoire. Et en fait, je me suis réorientée depuis quelques années là pour travailler sur des projets qui me paraissent plus concrets et plus utiles dans l'immédiat, en lien avec l'effondrement de la biodiversité. C'est pas que l'écologie théorique m'intéresse pas. Je trouve ça passionnant, mais j'ai l'impression que on a peut-être plus le temps de faire ça maintenant, quoi. Il y a peut-être d'autres priorités à traiter tout de suite. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis engagée ? Je pense que quand on travaille en sciences du climat, en sciences de l'écologie, clairement, on a une conscience particulièrement affûtée de l'état de dégradation des écosystèmes mondiaux, du lien qu'il y a entre cet état de dégradation et le système économique basé sur la croissance infinie dans lequel on est. Et en ce qui me concerne, au moment du Covid, j'ai cru, comme pas mal d'autres personnes, qu'on aurait une période d'arrêt qui nous permet de prendre du recul, de se rendre compte éventuellement des impasses dans lesquelles on est en train de s'enfoncer et peut-être de rediriger, de changer de cap. Et en fait, ça n'a pas été le cas. On a été nombreux et nombreuses à être très déçus que le monde d'après soit exactement le même que le monde d'avant. Et donc, à partir de là, moi, j'ai choisi d'essayer de changer les choses, pas uniquement avec des petits gestes individuels, mais avec de l'engagement collectif. Et au départ, j'avais rejoint des mouvements citoyens, notamment Greenpeace, Extinction Rebellion. Et en fait, dans le cadre de ces collectifs, je me suis rendu compte que je finissais par jouer le rôle de scientifique, en fait. Un peu de scientifique référente. C'est-à-dire que la façon dont j'intervenais était très marquée par ma profession et le fait que j'avais cette casquette-là. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, en plus de cet engagement citoyen, je peux peut-être aussi garder cette casquette de scientifique pour participer au changement dans un collectif qui sert à ça. Et peut-être pour parler de définition, parce que nous on a lu le rapport de l'Université de Lausanne par exemple qui est très bien sur l'engagement. La définition était un peu complexe. Est-ce que vous avez une définition de l'engagement propre qui vous est propre et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Donc l'engagement, en fait, c'est là où ça va être assez subtil. C'est quand même l'idée de prendre une position publique sur un jugement de valeur. Dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, d'accord, en caricaturant un petit peu. Je vais vous donner un exemple qui est basé sur l'expérience que j'ai en tant qu'experte auprès du ministère de l'écologie,
où on me consultait pour rendre des avis sur l'impact de projets d'infrastructure sur des espèces protégées, par exemple une autoroute. Et donc, en tant qu'experte, ma mission, c'était de dire au ministère la construction de cette autoroute n'est pas compatible avec le maintien de l'espèce protégée bidule dans un état de conservation favorable. Une fois que j'avais dit ça, le ministère il faisait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'en général, il faisait l'autoroute quand même. Mais à partir du moment où moi je dis il ne faut pas construire cette autoroute, parce que c'est plus important de préserver l'espèce que de gagner 15 minutes de trajet, ça devient de l'engagement parce que là, je me prononce sur l'arbitrage politique qui est fait du constat scientifique. Et en fait, cette frontière-là, elle est super fine. Et une bonne partie de ce qu'on considère comme engagé de la part des chercheurs, finalement, on pourrait considérer que c'est notre rôle de pointer des contradictions entre des paroles, des effets d'annonce et des actes politiques qui vont à l'encontre de ces effets d'annonce. Donc moi, je la trouve très fine, cette frontière, et je ne suis pas sûre d'être capable de la placer, en fait, si bien que ça. Et donc là, vous faites partie du collectif international Scientifiques en rébellion. Et dans ce cas-là, quel est l'historique de ce mouvement ? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs qui ont motivé sa création ? Il a été lancé, si je ne me trompe pas, début 2020. Il y a eu une tribune dans le monde, un appel à la rébellion, à la désobéissance, signé par plus de 1000 scientifiques français pour demander un changement radical en fait, dans les systèmes de production, dans les systèmes économiques. Et suite à cet appel, il y avait eu une première action qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, le décrochage des portraits de Macron, qui avait été organisé par ANV COP21, qui est un collectif militant, et il y avait plusieurs scientifiques qui s'étaient associés, et du coup ça a été un peu le lancement de Scientifiques en rébellion en France. Et en termes d'objectifs, on va dire généraux, que ce soit au niveau international ou au niveau national, est-ce qu'il y a des 3 ou 4 objectifs qui se dégagent, qui se distinguent par rapport au collectif ? Alors, je pense que oui, ça a été un peu discuté et écrit à d'autres endroits, mais essentiellement, il y a le fait, ce que je disais tout à l'heure, sur les contradictions, les manipulations en fait aussi des faits pour construire la fabrique du doute, pour encourager une action aussi citoyenne. Donc, il y a un rôle ici de fact-checking, de dénoncer les manipulations qui en sont faites à l'aide, on va dire, des faits scientifiques. Je dirais qu'un deuxième objectif sur lequel on s'est bien consolidé récemment, c'était le fait d'appuyer et soutenir des mobilisations citoyennes et des luttes locales contre des projets destructeurs de vivants, etc., afin de contribuer à changer les rapports de force dans ce type de mouvement. Les associations, par exemple, ou les collectifs engagés viennent vous chercher, ou comment ça se passe ? Oui, alors souvent, on est tous et toutes des citoyens et citoyennes aussi, donc on est dans nos territoires, dans nos propres vies, en lien avec le tissu associatif. Et donc, il y a des collaborations qui se montent, parce qu'on connaît les gens, mais aussi le collectif est sollicité régulièrement par d'autres mouvements pour voir si on serait capable d'apporter un soutien, une expertise, de l'aide sur des argumentaires, sur des campagnes, etc. Et ça peut aller par exemple des soulèvements aux associations qui luttent contre l'autoroute A69, ou c'est plutôt, c'est assez large comme sollicitation que Tout à fait. Ok. Exactement. L'idée, c'est à chaque fois que c'est en lien avec ces grands objectifs d'éviter la destruction du vivant et du climat et des humains, et qu'il y a une base, on va dire, scientifique sur laquelle s'appuyer. C'est aussi ça, toujours qui est un petit peu délicat à naviguer. À ce moment-là, on est pertinent pour intervenir. Justement, il me semble que vous disiez en introduction que c'est pas un mouvement qui est formalisé, on va dire, comme une association. Comment finalement sont décidées les prises de position en interne du collectif ? Alors, c'est un collectif qui s'inspire beaucoup des outils de la gouvernance partagée. Donc, c'est-à-dire que pour des prises de décision en interne, sachant qu'on est nombreuses, et qu'en plus, beaucoup d'échanges sont dématérialisés via un forum en ligne parce qu'on est dispersé partout en France et à l'étranger. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu des gestions par consentement, c'est-à-dire on fait une proposition, si personne n'a d'opposition majeure, à ce moment-là, elle est adoptée, ce genre de principe-là. Vous disiez on est nombreux, il y a combien de personnes dans le collectif ? Des personnes qui vont recevoir les infos plus ou moins de loin, il y en a plus de... Alors, j'ai peur de dire une sottise, je vais dire plus de 1000.
mais c'est peut-être nettement plus que ça en fait. Et ensuite, des personnes qui sont réellement actives dans les discussions collectives, etc., on va être plus de l'ordre de 200, je pense. D'accord. C'est déjà pas mal, hein. Oui, parce qu'il faut se mobiliser, il faut trouver le temps. Enfin, c'est de l'engagement au niveau du temps aussi. Donc, Et peut-être pour revenir sur les exemples, hein, il y en a eu quelques-uns qui ont été cités en introduction, mais du coup, ces décisions, des fois, peuvent amener à décider d'actions collectives. Est-ce que vous avez un ou deux exemples auxquels vous avez participé ou pas forcément, ou d'autres membres du collectif à nous citer pour que les auditeuristes puissent mieux percevoir concrètement les actions? Donc moi, il y a deux actions que j'aime bien mettre en valeur là dernièrement quand on me pose la question. Il y a celle au muséum dont vous avez parlé, ce qui s'appelait la nuit de l'extinction, donc une occupation des lieux après la fermeture du musée pour y tenir des conférences scientifiques sur l'extinction de la biodiversité. Et une autre qui a eu lieu, donc ça c'était en 2022, une autre action qui a eu lieu en 2023 où les personnes ont bloqué un pont mobile au niveau du port du Havre pour bloquer le passage des bateaux, et notamment des bateaux qui transportent des carburants fossiles jusqu'au port et jusqu'aux infrastructures qui les traitent. Pourquoi est-ce que j'aime bien ces deux exemples-là? Parce que dans les deux cas, en fait, les militants militantes ont été poursuivis par la justice pour leur implication dans ces actions. Et dans les deux cas, ils et elles ont été relaxés, que ce soit au nom de l'état de nécessité ou de la liberté d'expression. Oui, ça c'est important. Donc c'est important parce que c'est des exemples qui montrent que les actions de désobéissance civile ont réellement aussi cette vocation-là qui est de faire évoluer le cadre du droit. Oui, ça c'est vraiment important, et il semble aussi que c'était parce que finalement ce que vous disiez c'était très large et déjà très renseigné, et normalement ça aurait dû être plus écouté entre guillemets. En tout cas c'est ce qui est ressorti. Et par contre je trouve que ça, ce côté judiciaire, parce que voilà, vous êtes ensuite, vous passez en justice, etc. Pour certains chercheurs par exemple, notamment qui travaillent dans les laboratoires académiques, ça peut être une interrogation, et c'est bien aussi de rappeler que la majorité du temps il y a relax, mais c'est bien aussi de dire que vous prenez des risques, mine de rien. Ouais. Quand vous programmez ces actions-là, donc par exemple celle dont vous venez de nous parler, est-ce qu'il y a un effet d'annonce? Vous l'annoncez sur des réseaux? Vous ne prévenez que les journalistes? Enfin, comment ça se passe pour qu'il y ait une résonance quand même dans la société? Alors pour programmer une action de désobéissance civile, c'est plusieurs mois de préparation, de travail en amont, en fonction du degré de sensibilité de l'action, du risque juridique, du risque de fuite aussi d'informations. Est-ce que l'action peut être facilement entravée, bloquée si la police est au courant et nous arrête avant, etc. Donc en fait, en fonction de ça, les informations préalables vont être diffusées de manière plus ou moins large. Est-ce que ça va rester à travers des cercles très confidentiels de personnes en qui on a entièrement confiance? Est-ce qu'on va essayer de toucher plus large, etc. Donc les stratégies sont un peu différentes. Et en général, évidemment, les médias sont prévenus de manière assez discrète en amont pour pouvoir qu'ils puissent être là quand l'action est organisée. Et sur le côté juridique, je reviens juste un petit peu en arrière. Est-ce que ça peut créer des précédents, c'est-à-dire faire rentrer dans la loi la désobéissance civile, par exemple? Parce que du coup, il y a des relax suite aux condamnations, et du coup, est-ce que ça peut créer un précédent législatif? Justement, dans le cadre du muséum, ce qui était intéressant, c'est qu'en première condamnation, il y avait eu relax au nom de l'état de nécessité. Ce qui voulait dire que l'état de dégradation de l'environnement était tellement grave qu'on pouvait être autorisé finalement à transgresser la loi pour lutter contre cette menace directe et imminente. Et en fait, le parquet a fait appel de cette relaxe parce que ça ne les arrangeait pas que l'état de nécessité soit confirmé dans ce cas-là. Et en cours de cassation, l'état de nécessité avait été transformé et finalement la relaxe a été au nom de la liberté d'expression. Après, peut-être on rappelle quand même aussi que vous avez recours à ces modes d'action, la désobéissance civile non violente. Hein, quand même. Je pense que c'est important de le rappeler. Préciser, oui. Et vous nous avez présenté quelques actions, Delphine en a parlé aussi en introduction. Est-ce que vous avez il y a plusieurs types d'actions? Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'impact, peut-être quand c'est directement adressé au grand public, ou des actions un peu plus ciblées? Je pense que l'intervention sur le port du Havre était peut-être moins grand public, plus ciblée. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui tapent plus, quoi?
Alors, moi, à mon sens, parce que ce sont des ressentis, évidemment que c'est pas complètement objectivé, j'ai l'impression que les actions qui sont en lien avec les luttes locales entrées sur les territoires sont vraiment un levier des plus impactants. Parce que on est sur des enjeux qui sont très concrets, de très court terme, alors qu'on va dire gagner la guerre contre la destruction globale du climat, on n'est quand même pas du tout dans le même portée d'objectifs. Et on est vraiment dans des choses qui redonnent du pouvoir d'agir au public, aux citoyens, et qui réveillent des solidarités entre les catégories de personnes qui sont divisées de plus en plus, je trouve, par les difficultés qu'on rencontre, et qui incarnent cette histoire de convergence en fait des luttes. C'est-à-dire que finalement, fin du mois, comme on dit des fois, on a tous intérêt, ou presque tous, j'ai envie de dire, intérêt à essayer d'agir ensemble pour réorienter tout ça, quoi. Oui, c'est intéressant. Dans votre livre, il y a aussi une phrase que je trouve assez marquante qui dit « Ne pas se positionner, ça revient à travailler en faveur du système socio-économique et des valeurs dominantes ». Donc voilà, je pense que ça aussi, c'est important de le rappeler. Eh bien, merci. On arrive à la fin de cette première partie. Vous avez choisi un titre pour nous, I Am California de John Craigie. J'espère que je le dis bien. J'ai hésité entre Craigie et Craigie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce choix ? Alors, c'est une chanson qui est assez nostalgique et qui parle aussi du rapport émotionnel qu'on a avec son territoire, qu'il soit celui où on est né ou celui où on a choisi d'adopter, et que finalement, ces liens-là, avec le vivant, avec les non-humains et avec la Terre de manière générale, peuvent être extrêmement forts. Merci beaucoup, formidable. Eh bien, on l'écoute, I Am California. You try to drown your sorrows. Shouldn't have taught them how to swim. And now you are right back where you began. Winter skies approaching, all alone in the wasteland. Alone is the only way that they let you in. So drink all my wine, cut all my trees, make love on my beaches, smoke all my weed. I am California, can't you see? Wherever you roam, you'll always want me. And we struggle with our lovers, we don't know what to let in, 'cause the new ones pay for the old ones' sin. Blinded by your shadow, fainted on your love. You don't know how deep you are till you get pulled back up. So drink all my wine, cut all my trees, make love on my beaches, smoke all my weed. I am California, can't you see? Wherever you roam, you'll always want me.
drink all of my wine, cut all my trees, make love on my beaches, smoke all my weed. I am California, can't you see? Wherever you roam, you'll always want me. Yeah, dig all my gold, soak in my springs, conquer my mountains, that's what you need. I am California, can't you see? Wherever you roam, you'll always want me. 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 Yeah, you'll always want me. You'll always want me. You'll always want. Merci beaucoup Élodie pour cette magnifique chanson que je ne connaissais pas et que je trouve absolument formidable. Alors on revient, vous êtes toujours sur la parenthèse scientifique avec Élodie Verken et nous-mêmes. Et aujourd'hui la thématique c'est quand des scientifiques entrent en rébellion. Élodie, on en parlait tout de suite à la pause. Vous avez écrit un livre, enfin le collectif a sorti un livre qui s'appelle « Sortir des labos pour défendre le vivant, scientifique en rébellion » aux éditions Seuil. Et dans ce livre, il y a écrit « Sortir des labos pour défendre le vivant, être scientifique, c'est aussi porter la responsabilité collective d'une réflexion sur ses conséquences et d'une remise en cause de ses recherches et des imaginaires qu'elles nourrissent. » Moi, cette parole, ça a fait résonner quelque chose en moi. Nous, on travaille beaucoup avec les entreprises et on parle beaucoup d'entreprises ou d'économie régénératrice. Et on demande aux entreprises, par exemple, une chose, c'est de limiter leur croissance pour préserver les limites planétaires. Donc finalement, on devient relativement conscient. On essaye d'être plus conscient de l'impact qu'on a sur le monde en général. Et là, cette phrase, ça fait résonner ça en moi. C'est qu'on demande finalement aux scientifiques de ne plus être comme l'image qu'on a d'un scientifique fou dans son laboratoire qui voudrait absolument trouver quelque chose d'incroyable ou de nouveau. Mais là, on lui demande d'être aussi conscient eh bien de ses recherches et de l'impact qu'elles pourraient avoir sur la société et le monde de façon générale. Donc, est-ce que vous avez peut-être un petit commentaire sur cette phrase ? Oui, moi, je pense qu'il y a deux volets à voir là-dedans. C'est la première, c'est déjà qu'une bonne partie des sciences a une responsabilité dans la situation où on se trouve aujourd'hui, dans le développement technique et militaire au service de l'extractivisme. Donc, il faut être lucide par rapport à ça, que la situation dans laquelle on est en partie causée par les scientifiques. Et ça pose des questions sur maintenant quelle science on devrait faire dans les temps à venir. Déjà, est-ce qu'il faut continuer à produire des connaissances, des savoirs qui sont au service de ces modèles de production et de développement qui sont, on va dire, néfastes pour l'entièreté du vivant ? Donc, première chose, peut-être qu'il y a des recherches qu'il faut arrêter parce qu'elles sont objectivement défavorables à la majorité du vivant. Et l'autre, c'est ce que je disais au début sur les recherches les plus fondamentales, les plus théoriques. Au bout d'un moment, quand il y a le feu à la maison, est-ce que c'est encore le moment de chercher des particules imaginaires ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, on doit se la poser, notamment parce que la science, c'est un secteur qui est très émetteur. Oui. Ouais, je trouve ça formidable et je trouve que c'est une très belle question. Quelle science doit-on faire à partir de maintenant ? Ouais, c'est une vraie remise en cause du statut de chercheur et de... Vous êtes dans un domaine bien particulier, mais est-ce que l'engagement, il est lié forcément à une discipline un peu liée à l'écologie, au climat, ou est-ce que ça peut être dans plein d'autres disciplines ? Est-ce qu'on peut être aussi engagé quand on est dans une discipline qui n'a pas trop de lien avec l'environnement ? Alors l'engagement, je pense qu'en termes de tradition, ça vient plutôt des sciences humaines et sociales en fait. Les grands mouvements populaires
que ce soit mai 68 ou, je sais pas, les mouvements étudiants contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Enfin, c'était des choses qui ont émergé dans les universités et plutôt en lien avec les enseignements de sciences humaines et sociales. Donc, j'ai envie de dire que cette tradition d'engagement, elle est bien plus ancrées dans ces disciplines-là que dans les disciplines des sciences dites naturelles qui ont ce mythe de la neutralité et de l'objectivité beaucoup plus présent chez elles. Donc par contre, ce qui est récent et ce qui est original dans le mouvement qui est récent, c'est justement ce changement de posture de collègues dans les sciences dites naturelles qui se mettent en rupture par rapport à cette mythologie-là de la science, du progrès et de la neutralité. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais souvent, un chercheur, on se dit toujours, voilà, il ne doit pas prendre parti ni s'engager, parce que sinon, ça va, comme vous le dites, mais peut-être pour les auditeurs aussi, qui voilà, n'ont pas forcément l'habitude de ce milieu, on dit, même au sein de vos pairs, finalement, que c'est perdre sa neutralité que de donner un avis, une opinion, de s'engager. C'est là où vraiment il y a un schisme entre les disciplines. C'est pas les mêmes épistémologies, c'est pas les mêmes cadres dans lesquels on construit les savoirs. Et la notion de neutralité, on la découvre actuellement là, dans les sciences naturelles, en la rejetant, en se disant mais en fait ça n'existe pas cette histoire de neutralité, tout est construit, les questions qu'on pose sont construites, les interprétations qu'on en fait sont des construits humains, et donc il n'y a pas de neutralité vraiment possible. Mais pour nos collègues des SHS, ce sont des évidences. Évidemment que dans ces disciplines-là, tous les savoirs sont humains, construits et porteurs de notre regard. Alors peut-être pour revenir à ce rapport de 2018 de l'Université de Lausanne, coécrit par des chercheurs, je pense d'ailleurs en SHS également, mais pas que, en écotoxicologie également, on a vu que la culture de l'engagement était favorisée, donc à l'Université de Lausanne, alors en Suisse je ne sais pas, mais en tout cas dans cette université. Est-ce qu'en France, les instituts de recherche, les plus gros comme le CNRS, l'IFREMER, l'INRAE, l'INSERM, soutiennent les chercheurs qui s'engagent, pose un cadre à la liberté du chercheur et de son engagement? Alors, je vais pas dire du mal des institutions de recherche françaises. Par contre, ce que je vais dire, c'est que globalement, en fin d'année dernière, il y a un rapport de France Université qui pointe le recul des libertés académiques partout dans le monde et aussi en France. On imagine bien les États-Unis, on se rend moins compte de la situation en France. C'est-à-dire que quand il y a des membres du gouvernement qui sortent des polémiques sur l'islamo-gauchisme à l'université, c'est extrêmement grave. On banalise des attaques ciblées contre les sciences sociales en particulier parce que ça les arrange pas dans leur récit du monde. Donc j'ai envie de dire, globalement, le climat est tendu autour des libertés académiques et donc l'engagement est aussi une forme de pratique de la liberté académique. Et les instituts de recherche, je vais dire qu'ils jouent en défensif. C'est-à-dire qu'ils accordent les protections fonctionnelles régulièrement à leurs agents, c'est-à-dire une protection juridique si ces personnes-là sont attaquées, etc., ou victimes de harcèlement, de menaces, etc. Par contre, pour moi, ils ne jouent pas leur rôle de rempart actif. C'est-à-dire que quand il y a des campagnes de diffamation, quand il y a des blocages de financement ou même des procédures bâillons, ce genre de mécanisme qui peut être mis en place contre les chercheurs et les chercheuses, ils ne vont pas à l'attaque. Voilà. Ça, c'est intéressant, mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vous subissez du harcèlement, enfin, vous êtes quand même sur le devant de la scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? Si vous avez envie d'en parler, si vous pouvez le faire, évidemment. Aucune obligation, mais je voudrais juste saluer votre courage quand même. Alors, j'ai de la chance de ne pas l'être tant que ça sur le devant de la scène, déjà parce que mes propres recherches ne touchent pas un sujet sensible. Je pense que mes collègues proches qui travaillent notamment sur des questions de pesticides, oui. Sont bien plus exposés. Oui. Voilà. Oui. Et moi, par exemple, j'ai quitté, sur les réseaux sociaux, j'y suis plus trop, parce que c'est vrai que c'est des espaces dans lesquels il y a énormément de violence et dans lesquels les espaces de débat, on va dire, constructifs, pour moi, sont assez réduits, quoi. Donc, je fais attention à ça. Par contre, mon adresse mail, elle est publique. Elle est liée à mon institution et régulièrement, quand je prends la parole quelque part, quand il y a une interview, un écrit, etc., où mon nom est cité, j'ai en retour un certain nombre de messages plus ou moins bienveillants. Et après, en termes de ce qu'on a bien vu le cadre de Scientifiques en rébellion, est-ce que vous avez déjà des limites personnelles dans l'engagement? Donc là, vous allez jusqu'à la désobéissance civile. Est-ce que dans le cadre de Scientifiques en rébellion, il y a des limites aussi personnelles que vous fixez pour pas éviter un burn-out, on va dire, militant en plus, chercheur plus militant, ça fait beaucoup de postes en tension. Ouais, je pense que c'est la question que tout le monde se pose et dans les milieux militants aussi, c'est-à-dire que l'énergie, elle fluctue un peu.
Il y a des moments où on a beaucoup à donner et d'autres moins où on va se mettre plus en retrait. Et que ça dépend beaucoup finalement de la dynamique collective et des effets d'élan qui sont assez forts. Et c'est vrai que quand moi je vois des collègues que j'estime, que j'admire en tant que scientifiques, qui prennent des risques, qui se mettent physiquement en danger, qui se retrouvent, on va dire, un peu en dernier recours, en fait, à faire rempart avec leur corps parce que toute leur science n'a pas suffi. Moi, je trouve ça tellement puissant émotionnellement, tellement émouvant que ça m'engage à me mettre en mouvement aussi. Donc, je pense que le collectif là-dessus est quand même quelque chose de très, très fort. Oui, puisqu'on disait tout à l'heure, la désobéissance civile, mais non violente, moi, je trouve que c'est important et ça marque beaucoup de choses aussi, ce côté-là. Après, la non-violence, c'est quelque chose, il n'y a pas une définition, hein, c'est très, très fluctuant aussi. Où est-ce qu'on met le curseur de la non-violence ? Oui. Qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui n'est pas violent ? Est-ce que mettre les mains sur un BMW, c'est violent ou pas ? Enfin, se coller dessus. Là, on avait aussi peut-être une petite question pour reprendre aussi ce qu'on a dit tout à l'heure sur le profil des chercheurs engagés. Alors, je fais quand même un petit rapport de chiffres parce que c'est une mise en abîme qui me semblait nécessaire, même si j'ai pas trouvé les chiffres actuels. Donc j'ai vu qu'il y avait à peu près en 2021, je crois, ou 2022, un petit peu plus de 300 000 chercheurs en poste. Et donc 1000 chercheurs à Scientifique Rébellion, membres du collectif, donc ça laisse quand même pas mal de place pour l'engagement de nouveaux chercheurs. Mais surtout, quel est le profil des chercheurs ? Si vous pouvez en parler, bien sûr. Est-ce que c'est plutôt des chercheurs jeunes ou moins jeunes, au contraire bien ancrés au sein de laboratoires ? Comment ça se passe un peu ? Alors, en termes d'âge, il y a un peu de tout. Ça va du début de carrière à la personne retraitée. Et du coup, en termes de statut aussi, il y a un peu de tout. Depuis les statuts un peu non titulaires, non permanents, en formation, doctorant, postdoc, etc., jusqu'aux chercheurs titulaires de la fonction publique, il y a un peu de tout. Donc globalement, c'est diversifié là-dessus. Et par contre, effectivement, chez Scientifique en Rébellion, la majorité des personnes qui s'engagent sont issues des sciences dites naturelles. Et après, en termes de genre, est-ce qu'il y a une différence est-ce que les femmes s'engagent plus ou c'est les hommes ou les deux ? Je crois que c'est un tiers à peu près de femmes, ce qui par rapport au sexe ratio dans la recherche, ça va, c'est à peu près représentatif. Et après, votre lien avec, on va dire, le grand public, parce que là, il y a un lien avec les journalistes. Comment est-ce que sont perçues les actions de Scientifique en Rébellion ? Est-ce que vous avez des retours on va dire, du grand public ? Alors, on le côtoie, hein, le grand public, à la fois en marge des actions qu'on mène, parce que souvent c'est sur la voie publique, et puis également dans tout ce qu'on fait à côté, hein, les actions de sensibilisation, les conférences, etc. Moi, de l'expérience que j'en ai, j'ai l'impression qu'effectivement, on est proche des ressentis qu'il y avait dans votre micro-trottoir, c'est-à-dire que les personnes sont plutôt heureuses de voir des scientifiques qui vont prendre un peu des risques, qui se mettent un peu en avant, parce qu'il y a cette idée qui est partagée que c'est des personnes qui ont accès à une sorte de capital social relativement élevé et que donc s'ils s'engagent dans ce type de mouvement, ça peut avoir un impact supérieur à celui d'autres catégories de citoyens, citoyennes. Et on va dire le petit tampon de légitimité ou de soutien que ça peut avoir sur les messages qui sont portés. Vous avez sorti donc avec le collectif Scientifique en Rébellion une tribune dans Le Monde le 23 janvier sur le Lyon-Turin, donc la construction de la ligne Lyon-Turin. Et je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que je pense que c'est important et qu'il y a pas mal de gens qui nous disent ça à chaque fois quand on parle de l'engagement du chercheur. Et j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Donc là, sur cette tribune, il y a, je crois, il me semble 6 signataires ou 6 ou 7 signataires du collectif. Il part d'un coût environnemental de plus de 10 millions de tonnes de CO2, d'un coût total en euros de 30 milliards d'euros. Je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire 30 milliards d'euros, c'est la construction de 1000 lycées ou de 400 hôpitaux. Mais ma question derrière ça, c'est que c'est signé de chercheurs en géomorphologie, en géographie sociale, en sciences de la Terre, soit pourquoi pas, et également en génétique des populations. Et la question derrière ça que je vous pose, c'est là, vous vous engagez sur des champs d'expertise qui ne sont pas forcément les autres. Non pas que vous ne soyez pas en capacité de comprendre ces problématiques scientifiques ou économiques ou sociétales, mais ça sort de votre champ d'expertise. Et j'aimerais bien que vous nous donniez votre retour sur ce sujet, justement. Voilà, de sortir de son champ d'expertise en tant que scientifique dans l'engagement. Alors, à la base,
Je pense que sur tout ce qui concerne les crises écologiques et climatiques, il n'y a plus de question vraiment de champ d'expertise à partir du moment où c'est des sujets qui font l'objet d'un consensus très fort au niveau de l'ensemble des sciences. Que ça soit par les rapports GIEC, IPBES, donc qui assoient le consensus scientifique sur ces sujets. Donc à partir de là, je pense que quelle que soit notre formation d'origine, on est à l'aise pour s'emparer de ces enjeux-là, de ces rapports-là, de ces conclusions, pour se les approprier et s'en faire le porte-voix dans la sphère publique. Et finalement, les grands projets d'infrastructure, dans leur grande majorité, au-delà d'enjeux très techniques, locaux, etc., c'est une question de c'est quel modèle de société ils promeuvent. Et en fait, on est toujours dedans, que ce soit la 69, que ce soit le Lyon-Turin, etc. C'est la société du toujours plus vite pour quelques-uns et plus grand-chose pour les autres. Et donc là, je pense que mes collègues, ils sont pile poil dedans. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Je vous remercie d'avoir posé aussi ces mots, c'est-à-dire de quelle société veut-on quelle société veut-on faire ensemble, effectivement. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors en fait, il y a un site internet qui est scientifiqueenrebellion.fr pour lequel il y a les liens pour rejoindre le collectif, le lien pour rejoindre des groupes locaux aussi, parce que on a aussi une organisation où localement, quand il y a suffisamment de personnes, il y a moyen de faire des choses ensemble en présentiel, ce qui est assez agréable. Et il y a aussi un lien vers la cagnotte, avec un petit onglet « Nous soutenir », on peut donner des sous. Ce qui est toujours très utile quand il faut payer des frais d'avocat et ce genre de choses. Donc voilà, tous les soutiens sont les bienvenus. Merci beaucoup Élodie. Eh bien, c'est la fin de cette parenthèse scientifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette discussion sur la science en rébellion. On rappelle que vous avez écrit un livre avec le collectif qui s'appelle « Sortir des labos pour défendre le vivant » et qu'il est disponible aux éditions Seuil. Voilà, un grand merci à vous Élodie. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et on passe à Bomba Estéreo Fuego. Très bel accent. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar.
Vous êtes de retour sur la parenthèse scientifique où nous avons parlé de scientifiques en rébellion avec Élodie Verken. Et tout de suite, nous mettons en lumière le financement de la recherche publique en France avec Oriane. Puisque cet épisode prend un petit peu de hauteur sur la recherche, je vous propose de répondre à une question que l'on nous pose souvent. Comment la recherche publique est-elle financée en France ? Vous allez l'entendre, la réponse n'est pas si simple. Et surtout, elle soulève des enjeux majeurs pour l'avenir de la recherche. Commençons par une clarification essentielle. Quand on parle de recherche publique, de quoi parle-t-on exactement ? La recherche publique, ce sont les travaux menés par les grands organismes de recherche comme le CNRS, dont on a parlé précédemment, les universités ou les hôpitaux par exemple. Son objectif principal, c'est de produire des connaissances servant l'intérêt général. Elle se distingue ainsi de la recherche privée, menée par des entreprises. Là, il s'agit surtout de mobiliser des connaissances pour développer des produits ou des technologies commercialisables. C'est ce qu'on appelle la recherche et développement, ou la R&D. Alors, combien investit-on en France dans la recherche ? En 2023, l'ensemble des dépenses de recherche, publiques et privées confondues, s'élevait à 61,7 milliards d'euros, soit 2,18% du PIB, un chiffre qui stagne depuis près de 20 ans, alors même que les besoins augmentent. Dans ce total, la dépense des administrations publiques représente 34% des dépenses de recherche. Résultat, en matière d'investissement public dans la recherche, la France se situe derrière des pays comme la Corée du Sud, les États-Unis ou l'Allemagne, mais reste devant l'Espagne et l'Italie. Dans cette chronique, concentrons-nous sur le financement public de la recherche. Celui-ci provient principalement de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales et de nos impôts. Et oui, en tant que contribuables, environ 3% de nos impôts financent la recherche. Parallèlement au financement alloué par les administrations publiques, la recherche est également financée par des organisations sans but lucratif, comme les associations et les fondations, grâce à des fonds publics, mais aussi à des dons de particuliers et d'entreprises. C'est dans ce cadre que, grâce à vos dons, la Fondation EVRTA soutient la recherche publique française. Aujourd'hui, le financement public de la recherche prend deux formes principales. D'abord, des financements dits structurels. En 2022, ils représentaient environ 20 milliards d'euros. Ce sont des budgets attribués directement aux organismes de recherche, aux universités ou aux hôpitaux pour assurer leur fonctionnement quotidien. Ensuite, il y a les financements par projet, qu'on appelle aussi financement concurrentiel. Ils sont attribués sur appel à projet, proposés par l'Agence nationale de la recherche, ou l'ANR, ou bien par des fonds européens. En 2024, ces financements par projet représentaient 1,24 milliard d'euros. Ils servent à financer du matériel, du temps de travail ou encore des frais de publication scientifique qui sont nécessaires à la réalisation des projets de recherche. Depuis quelques années, cependant, cet équilibre entre financement structurel et concurrentiel évolue. Les financements structurels diminuent, tandis que les financements par projet prennent de plus en plus de place. En parallèle, les chercheurs sont fortement incités à travailler avec des entreprises et à transformer leurs résultats en innovation brevetée. Une tendance qui pose plusieurs problèmes. Les chercheurs passent de plus en plus de temps à répondre à des appels à projets, alors même que les taux de sélection restent plutôt faibles, autour de 24% en 2024.
Avec ce système, les coûts administratifs augmentent et la prise de risque scientifique s'en trouve limitée, car les thématiques sont largement orientées par les appels à projets définis par l'ANR. Un constat partagé par l'Académie des sciences, qui s'est alarmée dans un courrier adressé aux parlementaires français datant du 9 décembre dernier de la baisse du budget prévu pour la recherche scientifique en 2026. Les chercheurs eux-mêmes en subissent les conséquences. Dans une étude menée en septembre 2025 par le Collège des sociétés savantes, une association qui regroupe plusieurs associations d'experts académiques, moins de 15% des chercheurs interrogés jugent le système actuel de financement de la recherche publique satisfaisant. Ces logiques de financement, public comme privé, sont loin d'être neutres. Elles influencent directement ou indirectement le type de recherche soutenue, fondamentale ou appliquée, et plus largement la capacité de la France à produire une recherche de qualité, et ce dans tous les domaines. Autant de questions que nous continuerons à explorer dans les prochains épisodes de La parenthèse scientifique. Merci Oriane pour cette mise en lumière très claire du financement de la recherche publique. On rappelle que finalement le Lyon-Turin, 30 milliards, coûte plus cher que la recherche. On passe maintenant au cabinet des curiosités avec Louise. Le cabinet des curiosités. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer les métaux toxiques en or ? Alors, avant de vous précipiter pour fouiller vos placards à la recherche de ce que vous avez de plus toxique chez vous, attendez que je vous explique. Parce que, spoiler alerte, pour nous, pauvres humains, ce n'est pas aussi simple. Sortez les microscopes, car aujourd'hui, nous allons explorer le monde des bactéries. Et pas n'importe laquelle. Alors attention, c'est un nom très barbare. La bactérie Cupriavidus metallisurans, la reine du recyclage extrême. Imaginez-la, 50 fois plus petite qu'un grain de sable, qui vit là où rien ne survit, c'est-à-dire dans des sols particulièrement toxiques où sont présents en grande partie du cuivre, du zinc, du nickel et autres métaux lourds. Un vrai poisson de l'eau, ou plutôt une vraie espèce des milieux extrêmes. Il s'avère qu'elle possède un mécanisme de protection assez ingénieux qui consiste à utiliser des enzymes dans leurs cellules pour se réguler et se détoxifier. Une enzyme appelée CUP-A agit comme une pompe évacuant l'excès de cuivre vers le périplasme. C'est l'espace entre la membrane et la paroi, comme un sas de décompression pour les métaux lourds. Et une autre enzyme appelée COP-A extrait les ions cuivre et or pour les transformer en métaux stables, solides et moins toxiques. Alors, là, normalement, c'est le moment où vous vous dites « Super, c'est fascinant !» Mais, et mes futures pépites d'or dans tout ça ? Patience, j'y viens. Quand l'or métallique s'accumule dans le périplasme, la membrane externe de la bactérie finit par céder sous la pression. Et là, clililing, elle libère des micro-pépites de quelques micromètres seulement. Trop petites pour en faire une bague, malheureusement. C'est assez révolutionnaire comme petite bête, non ? C'est comme si votre chat vous rapportait des lingots au lieu des souris. Sauf que, contrairement à nos amis félins, ces bactéries pourraient bien résoudre un problème bien plus sérieux. Aujourd'hui, l'extraction de l'or des minerais nécessite généralement l'utilisation de produits chimiques toxiques, comme le mercure, néfastes pour la santé et l'environnement. Est-ce que Cupriavidus metallidurans va sauver la planète et remplir nos poches d'or ? Pas tout de suite, hélas. Mais dans un monde où des solutions plus écologiques sont sollicitées dans pratiquement tous les secteurs, cette bactérie productrice d'or pourrait bien y apporter une contribution majeure. Alors non, vous ne deviendrez pas millionnaire demain grâce à nos amis les bactéries. Mais la prochaine fois que vous jetterez un appareil électronique à la poubelle, souvenez-vous, quelque part, une armée de ces petites bactéries rêve de le transformer en trésor. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nos déchets deviendront des mines d'or et nos pollutions des ressources. En attendant, une chose est sûre, la nature regorge de solutions insoupçonnées. Il suffit parfois de regarder à travers un microscope. Ce qui est sûr, c'est que ça va grandement augmenter le cours de Cupriavidus metallidurans. Ça semble pas dur. Peut-être faire un élevage, moi. C'est jamais. Merci beaucoup, Louise. Allez, on passe aux actualités de la Fondation avec Damien. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et en ce début de mois de février, on a une première semaine très dense avec 2 grands rendez-vous à ne pas manquer. Le premier est la conférence grand public que nous organisons à la médiathèque La Tour Maubourg le mercredi 4 février. Nous y recevrons Thomas Couvreur, directeur de recherche à l'IRD, pour nous parler des forêts tropicales humides et de leur importance au niveau mondial. Et si vous ne pouvez malheureusement pas y participer, en présentiel, ce n'est pas grave, car nous la diffusons dès le lendemain, le jeudi 5 février à 20h, sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification du différé. Autre événement de la première semaine de février, à ne pas manquer, la conférence spectacle Écosphère, une conférence spectacle inédite qui place la santé unique, aussi appelée One Health, au cœur d'une expérience artistique et scientifique. Et ça se déroule le vendredi 6 février à 19h30 à la maison de l'étudiant à l'UGA de Valence.
La billetterie est toujours ouverte, alors n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation Evertea pour prendre vos places avant qu'il n'y en ait plus. Et enfin, nous vous en avions déjà parlé, la Fondation Evertea organise du 6 au 8 mars à Valence le Acclimacathon, un événement collaboratif où chacune et chacun de vous peut s'inscrire pour participer et rejoindre un petit groupe pour relever un des défis proposés sur des thématiques en lien avec l'environnement. À la clé, un prix de 1 000 € pour l'équipe gagnante et de nombreux lots. Rendez-vous sur le site de la Fondation Evertea pour retrouver toutes les informations et les inscriptions. Vous avez jusqu'au 20 février pour vous inscrire, donc ne tardez pas. Merci beaucoup Damien. Et bien voilà, la parenthèse scientifique, SNIF scientifique en rébellion, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre co-animation formidable. Merci encore à Clément pour la technique et à Ilan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, nos auditeurs, auditrices, d'être présents. Et puis, bien, écoutez, belle journée. On est très heureux de vous retrouver le mois prochain. À bientôt. À bientôt. Oh, regardez. C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.